Hôpital Henri Mondor, à Créteil, au sud-est de Paris. Il est 8 h du matin. Aux urgences psychiatriques, une jeune femme vient d'arriver accompagnée de ses amis. Marie a 30 ans. Elle est d'origine portugaise. Et depuis plusieurs jours, son comportement inquiète ses proches. Elle ne mange pas, elle ne dort pas, elle est agitée. Elle n'arrive pas à se concentrer, elle a des hallucinations, des fois elle n'arrive pas à se concentrer sur un sujet. Elle commence à chanter, de dire n'importe quoi. C'est bon ? Sans attendre, l'infirmier Nicolas décide de recevoir la jeune femme en entretien. Je vois juste votre dossier. Il doit faire un premier bilan de sa situation avant qu'elle soit examinée par un médecin. C'est la procédure. À 47 ans, Nicolas travaille depuis 4 ans dans ce service. C'est l'infirmier le plus expérimenté de l'équipe. Mais aujourd'hui, Marie ne va pas lui faciliter la tâche. Elle semble incapable de tenir une conversation cohérente. Apparemment, votre copain, il vous a emmené ici parce qu'il était inquiet. Inquiète. Voilà. Ah, mon copain, il était inquiet. Oui. Pourquoi? Parce qu'il pense que je suis folle. Qu'est-ce qui lui fait dire ça? Vous dormez mal, par exemple? Le sommeil? Attends. Laisse-moi prendre mon temps, s'il vous plaît. Les gens pensent que le problème, c'est ici. Ici, mais c'est pas ici. C'est où, alors? Je sais pas. J'ai pas toutes les réponses. Vous n'avez pas toutes les réponses. Ce n'est pas la première fois que Marie se retrouve aux urgences psychiatriques. La jeune femme est traitée depuis 6 mois pour un trouble bipolaire. Une maladie qui provoque un dérèglement de l'humeur, avec des phases d'excitation intenses et des moments de dépression. Ce matin, Marie est très perturbée. Elle simule des pertes d'équilibre pour attirer l'attention. Je te laisse. Ça va, t'as mal? C'est pas grave, c'est des bêtises. Oui. À l'écart, Nicolas prépare un brancard. Il s'attend au pire. On a une dame qui est plutôt agitée, qui est plutôt délirante, à qui on a du mal à faire un entretien et qui n'obtempère pas avec les soins. Donc on va certainement être obligé de la contentionner, probablement, parce qu'elle refuse les soins. La contention est un acte médical pratiqué sur les malades très agités. Le but est de les immobiliser pour prodiguer des soins et éviter qu'ils ne se blessent. Devant la salle d'attente, Marie semble aller de plus en plus mal. Bonjour, je suis psychiatre, c'est moi qui vais voir madame. Le docteur Méana est l'un des psychiatres du service. Je vois. Ah, je vois que vous vous réveillez rapidement. Venez, je vais vous voir. Mais le médecin ne va pas avoir le temps de recevoir sa patiente. Un autre événement va perturber le déroulement de l'entretien. Filmez-moi. Madame, filmez-moi. Venez voir le médecin. Attirée par notre caméra, cette patiente s'est introduite dans le bureau du psychiatre. La jeune femme a été amenée par les policiers. Elle a été arrêtée pour recel de vol. Elle souffre aussi de troubles bipolaires. Nicolas, Allez, venez. C'est filmé? Allez, venez. Oui, c'est filmé. Mais on va s'asseoir dans le bureau pour être filmé. Ça tombe bien. La caméra, je me suis fait filmer. Dans le couloir, les soignants tentent d'éloigner les deux patientes. Mais très vite entre elles, le contact devient électrique. Non. Allez, c'est bon, rentrez. Hé, sac. Allez, venez, on y va. Par contre, toi, t'es folle, tiens. Allez, venez. Par contre, si t'es folle, je te baisse ta mère. Allez, venez. Par contre, si t'es folle, je te baisse Bon, ta venez, mère. madame, venez. Allez, Pour éviter une escalade de la violence, Nicolas et le docteur Méana décident d'immobiliser Marie dans la chambre de contention. Par sécurité, plusieurs infirmiers sont appelés en renfort. Voilà. Ouais. On va vous installer sur un brancard ici pour vous reposer un petit peu. Et vous allez vous mettre en pyjama. Oui. C'est ça. C'est ça. Autour de la patiente en plein délire, 8 infirmiers et un médecin pour maintenir ses bras et ses jambes et éviter une blessure.
Encerclée, la jeune femme pousse des cris de désespoir. Pour la calmer, les infirmiers n'ont qu'une seule solution, lui injecter un puissant calmant. Eles acham que estão me cuidando, mas eles querem me matar, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Avec ce médicament, la patiente devrait dormir plusieurs heures. Pour Nicolas et les autres soignants, c'est un moment éprouvant. La contention est un acte toujours compliqué à réaliser. Bon, c'est pas non plus tous les jours comme ça, il y a des jours plus sympas aussi. Puis bon, on apporte toujours de l'aide aux gens, même si cette dame, on a l'impression que c'est difficile pour elle. Mine de rien, tout ce qu'on fait, c'est pour elle, c'est pour lui apporter de l'aide. Pour suivre le quotidien de ces infirmiers et de ces psychiatres, nous avons passé un mois à leur côté, aux urgences psychiatriques de l'hôpital Henri Mondor, à Créteil. Nicolas travaille dans le milieu de la psychiatrie depuis 14 ans. Il est en première ligne face aux patients agités. Restez assise. Je peux pas respirer. Essayez de vous reposer un petit peu maintenant. On va aller à l'hôtel. À plus tard, madame. Je vous enlève les lunettes par contre. Le docteur Méhana est la nouvelle recrue du service. À 29 ans, elle sort tout juste de la faculté de médecine. Seulement 3 mois qu'elle exerce, et elle n'est pas au bout de ses surprises. Tu vas enlever les menottes. C'est pas des menottes, c'est des contentions, c'est pour vous aider à vous calmer un Non, petit c'est pas une contention. Le docteur Yon est le chef de service de ces urgences psychiatriques. Il est à la tête d'une équipe de 15 personnes. Entre la gestion quotidienne du personnel et son travail de médecin, il doit sans cesse redoubler de vigilance. Alors mettez pas mal à l'aise les gens. Vous me mettez mal à l'aise. Il y a un an, est-ce que j'étais comme ça? Si vous ne pouvez pas se parler calmement, on ne se parle pas. Le téléphone va sonner, je vais répondre. Profitez-en pour... En France, 12 millions de personnes souffrent d'au moins un trouble psychiatrique. C'est un Français sur 5. Dépression nerveuse, bipolarité ou schizophrénie, quand ces pathologies se déclarent, le premier recours, ce sont les urgences psychiatriques. Pour ces infirmiers, ces médecins spécialisés, l'enjeu est de contenir les patients en crise et de les orienter vers un établissement adapté où ils seront soignés. Comment font-ils pour apaiser la souffrance des patients? Quelles sont les méthodes pour gérer les crises? Immersion dans ces urgences, pas comme les autres. À Créteil, l'hôpital Henri Mondor est l'un des plus gros centres d'urgence psychiatrique d'Île-de-France. À 37 ans, le chef du service est le docteur Liu Vaillon. Avec lui, plusieurs infirmiers et un médecin assurent une permanence quotidienne. Ouverte 24 heures sur 24, l'unité psychiatrique est située juste à côté des urgences générales. La zone d'accueil des urgences est là et la zone de psychiatrie est juste ici. Voilà, où vous avez une zone d'attente, une salle d'attente ainsi que 2 bureaux de consultation et une chambre dite de soins intensifs. 2 petits bureaux et une chambre qui ne paient pas de mine, mais qui permettent aux médecins d'effectuer en moyenne près de 4500 consultations par an, une quinzaine par jour. Niché au cœur des urgences générales, l'emplacement est stratégique pour que les patients soient pris en charge plus efficacement. Historiquement, en France, les soins psychiatriques sont cloisonnés, c'est-à-dire on considère qu'il y a d'un côté les malades souffrant de troubles psychiatriques et de l'autre côté les autres. Un des enjeux de la psychiatrie moderne, ou en tout cas du XXIe siècle, c'est la prise en charge des maladies physiques très fréquemment présentes chez les patients souffrant de troubles psychiatriques. Ce jour-là, le docteur Yon ne le sait pas encore, mais il va justement avoir besoin de l'aide des médecins urgentistes. Il est 14 h. Une nouvelle patiente vient d'arriver. Thérèse est venue avec Jean, son mari. Prenez votre sac et puis on y va. Âgée de 70 ans, Thérèse est bipolaire depuis plus de 40 ans. Elle alterne des moments euphoriques, où elle est capable de s'emporter, et d'autres, où elle est totalement déprimée. Sous traitement, elle a appris à contrôler ses crises. Mais depuis plusieurs jours, son moral est au plus bas. Alors elle est venue d'elle-même demander de l'aide aux urgences psychiatriques. Ça va pas du tout. Ouais. Je dors à peu près bien. Et le matin, je n'ai qu'une envie, c'est de rester couché tout le temps. Et alors pourquoi vous vous êtes dit aujourd'hui je vais aller aux urgences parce que c'est plus possible? Dites-moi.
Ben parce que j'en pouvais plus, docteur. Ouais. J'en peux plus, Ouais. je me sens vraiment une navette. Ouais. Je ne peux plus rien faire à la maison. Pour le psychiatre, c'est un cas classique. En France, près de 2 millions de personnes souffriraient de bipolarité. On dit que c'est 3 à 5% de la population, donc oui, et puis forcément, il y en a régulièrement qui présentent des épisodes de décompensation, c'est-à-dire de crise, entre guillemets, et à ce moment-là, ils viennent consulter aux urgences. Thérèse aimerait être hospitalisée sur le champ, mais le docteur Yon doit d'abord évaluer la gravité de son état. En France, les hôpitaux psychiatriques sont surchargés et les places sont réservées aux cas les plus urgents. Au bout d'une demi-heure d'entretien, le psychiatre tranche. Vous allez rentrer à la maison et on vous appellera pour être hospitalisé ensuite. Voilà. Je préfère être hospitalisé. D'accord, d'accord. Je ne suis pas sûr d'avoir de la place là tout de suite. On va voir ça, je vais vous dire. Thérèse est déçue. Et quelques minutes seulement après être sortie du bureau, elle s'effondre aux pieds de son mari. Madame? Non, madame. Madame. Il peut s'agir d'une crise cardiaque. Alors le docteur Yon a aussitôt fait appel à un médecin urgentiste. C'est cet homme avec le stéthoscope. Dans la salle d'attente, la tension est extrême. Jean, le mari de Thérèse, reste calme. Il a souvent vu sa femme dans cet état. Au bout de quelques minutes, elle revient à elle. Eh oh! On laisse la barrière. Madame, vous m'entendez? Répondez-moi. Le docteur Yon est rassuré, mais il a des doutes sur l'origine du malaise. Je veux être hospitalisé. Hein? Ah, vous voulez être hospitalisé? Bah oui, d'accord. Qu'est-ce qui s'est passé là? Mais j'étais pas bien. 79 degrés. Tout tournait dans ma tête. Pour le moment, le psychiatre préfère rester prudent. Allez, on est parti. Ça arrive de temps en temps quand les patients veulent être hospitalisés, qu'ils sentent qu'on ne va pas accéder tout de suite à leurs demandes, que ça occasionne chez eux une telle anxiété, qu'il peut y avoir des malaises, qu'il peut y avoir un peu d'agitation, et c'est ce qui s'est passé là. Donc comme elle est relativement âgée, qu'elle prend plein de médicaments, on va faire un bilan physique, s'assurer que tout va bien, et réévaluer la situation dans quelques heures. Transférée aux urgences générales, Thérèse subira une batterie d'examens. À l'extérieur de l'hôpital, son mari Jean en profite pour souffler un peu. Des crises comme celle-ci, il en a connu des dizaines. Même s'il a appris à vivre avec, il est toujours affecté. Quand elle a ces crises-là, peu à peu, tous les deux, on s'emprisonne. On s'emprisonne. Je n'ose plus aller sortir, aller faire des courses, en me demandant qu'est-ce qui lui sera arrivé pendant que je ne suis pas là. Et j'ai peur qu'un de ces jours, il ne la laisse plus sortir de l'hôpital. Soit hospitalisé à vie. Ça me rend malheureux. Très malheureux. Ce soir, Thérèse passera la nuit à l'hôpital. Ses prises de sang ne révéleront aucun problème de santé. Le lendemain matin, elle est retournée chez elle en attendant son hospitalisation, programmée quelques semaines plus tard. Dans les couloirs des urgences psychiatriques, le calme est revenu. Il est 22h30. Avec ses collègues, le docteur Yon prend une petite pause. Marine, vous voulez des trucs quand même ou pas? Un repos bien mérité après ce début de service mouvementé. Le stress aux urgences psychiatriques vient de ce qu'on est obligé de mobiliser comme concentration pour se faire une idée du diagnostic du patient. Ce n'est pas une consultation qui dure 10 minutes, ça dure souvent une demi-heure, voire 3/4 d'heure. C'est très usant. Il y a le côté émotionnel aussi qui est important. On voit quand même des histoires épouvantables, des histoires de vie, des histoires de maladies qui ont eu des répercussions importantes chez les gens, des gens en situation d'authentique détresse très très marquée pour lesquels ils consultent. En France, le nombre de consultations psychiatriques a doublé en 20 ans. Les troubles les plus graves, comme la bipolarité et la schizophrénie, touchent 5% de la population. Mais le lot quotidien des infirmiers et des médecins
ce sont les patients dépressifs et suicidaires. Ici, chaque année, près de 500 personnes consultent pour avoir tenté de mettre fin à leur jour. Le lendemain matin, dans la salle d'attente, Brigitte, 50 ans. Elle est venue avec son mari, Pierre. Brigitte souffre de dépression depuis plusieurs années. Crise d'angoisse, idées suicidaires. Aujourd'hui, elle est en pleine rechute. C'est Nicolas, l'infirmier, qui effectue le premier entretien. Brigitte marche avec beaucoup de difficultés. Ces crises la paralysent. Merci. Dites-moi simplement ce qui se passe aujourd'hui pour que vous veniez aux urgences. Parce que j'ai vraiment envie de mourir. Vraiment. D'accord. Tous les jours, ça commence dès que je me réveille. Je suis très mal, donc je sais pas, peut-être 30 fois par jour, je me dis que ce serait la seule solution d'en finir. Ok. Je vous laisse patienter avec votre époux à l'extérieur. Hein, vous allez voir le psychiatre. D'accord? Brigitte a déjà été hospitalisée plusieurs fois. Mère de 3 grands-enfants, elle est femme au foyer. Sa maladie la handicape lourdement depuis plus de 10 ans. Elle a déjà fait 2 tentatives de suicide. Alors pour Nicolas et le psychiatre de garde, le docteur Corentin Rabu, c'est un cas d'urgence. Les soignants vont évaluer si ses envies de mourir sont sérieuses. Je vais mettre du SDT. Je vous laisse vous asseoir. Bonjour madame. Je suis le docteur Rabu, je suis un des médecins psychiatres. Je travaille ici à Mont-d'Or. Bon, on m'a présenté un petit peu votre dossier. Là, les idées suicidaires que vous présentez actuellement, est-ce que vous pensez à des façons de faire en particulier? Si j'avais la possibilité, je me tirerais une balle. Mais le mieux, ce serait les médicaments. Mais que ça marche ce coup-ci. Est-ce que vous avez fixé une date? Vous savez, quand on est décidé, parfois, quand on a très envie de se suicider, ça peut arriver qu'on en vienne même à fixer une date. Ouais. Tous les jours, je me dis, je passe pas 1 heure, il faut que je le fasse. Les questions du docteur Rabu sont surprenantes. Mais le psychiatre cherche à savoir si Brigitte a réellement l'intention de passer à l'acte. Effectivement, pour nous, c'est très important de savoir s'ils ont choisi le moyen. Et donc, plus c'est précis, plus on se dit que le patient est déterminé, plus le risque suicidaire est élevé. Cette fois, le docteur Rabu n'a pas le moindre doute. Brigitte est immédiatement hospitalisée. Vous allez prendre le scolaire? Allez-y comme tout à l'heure, il n'y a pas de souci. Vous venez avec moi, madame, s'il vous plaît? À l'hôpital, un service est destiné aux malades psychiatriques qui veulent se faire soigner de leur plein gré. Ma collègue va s'occuper de vous. Ce sont majoritairement des personnes atteintes de dépression. Allez-y, asseyez-vous sur le lit. Brigitte restera dans cette chambre, le temps que les médecins lui trouvent un traitement adapté. Pour son mari, Pierre, c'est un soulagement. Ce qui est difficile, c'est les échecs qui suivent les essais. Les échecs, sans arrêt, ça use. Alors là, au moins, il y a un nouvel espoir. On verra dans un mois ce que ça donnera. Quelques jours plus tard, Brigitte a commencé un nouveau traitement. Mais malgré les apparences, elle est toujours aussi démoralisée. Et elle ne quitte plus son lit d'hôpital. On y va, monsieur? Pour comprendre les causes de sa dépression, le docteur Rabu veut s'entretenir avec son mari. Cet échange en tête-à-tête est important pour mesurer la gravité de la situation. Pierre va d'ailleurs faire au médecin une révélation surprenante. Le nombre de fois impressionnant qu'elle me demande de mettre fin à ses jours. Et ça, c'est pas facile. C'est arrivé des fois, elle était tellement mal, j'étais à un doigt de faire. Vous auriez fait comment? Je tranche la jugulaire, ça va tout seul, ça fait pas de bruit, ça fait pas de mal. Ça, il y a plusieurs moments où vous étiez à 2 doigts de le faire. Vraiment, encore lundi. Le
lundi, il n'y aurait pas une autre fille à la maison. Mais vous auriez pris un couteau? Vous auriez pris un rasoir? Un couteau, je suis passionné de couteau, j'ai fait de ça, ça coupe, vous rasez avec, comme ça. Donc vous avez des couteaux hyper affûtés, vous êtes passionné de couteaux? Ouais. Bon, vous avez bien fait de pas le faire, hein, de venir aux urgences. Parce qu'il y a une autre fille à la maison, c'est pour ça. Ok. Au bord du gouffre, et en dépit de l'amour qu'il porte à sa femme, Pierre était sur le point de commettre l'irréparable. Pour le psychiatre, c'est un signe révélateur. Quand quelqu'un est déprimé, mais qu'en plus, autour de lui, les gens sont épuisés, sont à bout, n'en peuvent plus, et l'expriment, et ben c'est un facteur de gravité, quoi. On se rend compte que la dépression est probablement bien grave, avec de grosses conséquences. Aux urgences psychiatriques, Pierre a trouvé de l'aide, et peut-être bientôt un remède pour soulager sa femme. Comme lui, de nombreuses familles débarquent tous les jours dans ces couloirs, avec l'espoir de trouver ici un traitement pour un proche atteint de troubles psychiatriques. Une démarche qui n'est pas toujours facile. Evelyne habite le sud de la France. Elle est venue exprès à Créteil pour aider sa fille Dorothée, qui est schizophrène. Une maladie qui provoque de graves hallucinations. Ce matin, la jeune femme de 30 ans, sans emploi, est en consultation avec l'un des psychiatres de l'hôpital, le docteur Fliou. C'est la première fois qu'elle se rend aux urgences psychiatriques. Mais je me sens différente. Je me sens différente. Je pense que mon problème, c'est encore une fois, c'est les angoisses. Je suis quelqu'un de très stressé, qui réfléchit. À l'extérieur du bureau, sa mère attend le diagnostic du médecin avec anxiété. Ça va aller? Non, mais je suis... Au contraire... Vous voulez qu'elle soit prise en charge? Ah oui. Ah ouais, parce que c'était trop inquiétant. On avait trop d'angoisse, On se demandait comment elle allait finir. Non, mais vous avez raison. On ne pensait pas que ça aurait été aussi tôt, mais ça s'est tellement aggravé rapidement. Elle n'est pas bien, quoi. Non. Enfin, elle est toujours... Elle n'est jamais bien. Une idée fixe. C'est pour ça qu'elle est ici. Je me sens, en fait... Sentiment de persécution, paranoïa, idées délirantes. Depuis plusieurs semaines, Dorothée perd peu à peu pied avec la réalité. Je dois me concentrer, en fait, pour suivre les conversations. Les personnes parlent très vite. Je décroche, en fait. J'ai du mal à suivre les conversations. Et en même temps, je me sens pas folle, hein, pas du tout. Au contraire, j'ai l'impression de comprendre, mais que les gens ne comprennent pas. Face à la détresse de sa fille, Evelyne n'a pas eu le choix. Elle a accepté une hospitalisation sous contrainte. Votre nom et votre prénom, ici. Une procédure classique aux urgences psychiatriques. Le médecin peut demander aux proches d'un malade de signer cette mesure d'hospitalisation. Le patient ne peut pas s'y opposer. Pour la mère de Dorothée, c'est une décision douloureuse, mais nécessaire. C'est émouvant, quoi. Je veux dire, ça veut dire que je prends une décision pour aider ma fille et aussi, je pense que c'est bien, il faut y passer par là, il faut qu'elle se fasse soigner et je trouve qu'il faut passer par là. Et c'est vrai que c'est ma fille, donc c'est normal. Je l'aime. Hein. Un acte d'amour presque contre nature. En apposant sa signature au bas de ce formulaire, Evelyne sait qu'elle ne reverra pas sa fille avant plusieurs jours. Chaque année, en France, 70 000 parents effectuent la même démarche qu'Evelyne. Dorothée ne restera pas à l'hôpital Henri Mondor. Elle est conduite dans un établissement psychiatrique de la région mieux équipé pour traiter sa maladie. Même si elle est contre cette hospitalisation, la jeune femme se plie à la décision du médecin sans discuter. Mais parfois, certains patients réagissent beaucoup plus violemment.
Aux urgences psychiatriques, les soignants doivent même régulièrement faire face à des patients agressifs. Alors tout a été prévu pour assurer la sécurité du personnel. Le chef du service, le docteur Yon, a lui-même supervisé l'aménagement des locaux. Le lit est soudé, ce qui permet en cas d'agitation importante de limiter de se blesser pour le patient et puis pour les soignants qui pratiquent cette contention. Là encore, on a affaire à d'abord un bureau qui est scellé, vous voyez, avec un ordinateur qui est protégé d'une vitre pour éviter d'avoir des projections en cas d'agitation. Chaque soignant porte également une alarme autour du cou pour prévenir ses collègues en cas d'agression. Ça déclenche un signal sonore dans l'ensemble des locaux des urgences, permettant alors l'arrivée de renforts qui permettent la simple présence d'une dizaine de personnes permet la plupart du temps de juguler toute situation d'urgence et de dangerosité ou d'agressivité. Le personnel a dû apprendre à gérer la violence. Nicolas, l'infirmier, organise régulièrement des cours d'autodéfense dans les couloirs de l'hôpital. Donc comme ça, parce que si tu es à bout de bras comme ça ici, regarde, elle ne peut plus atteindre mon cou. Il y a l'étranglement, c'est pas mal. Oui. Tiens, vas-y, viens. Je te le fais normal. T'es comme ça, elle arrive. Et tu te gardes. Tu vois ? Et pourtant, je suis coincé au mur. Plus doucement, vas-y. Poignet. Tu sors par le doigt. Et voir, tu te tournes sur le côté. La formation peut paraître étonnante, mais pour ces hommes qui consacrent leur vie à sauver celle des autres, c'est devenu une obligation. Un jour ou l'autre, ils devront tous faire face à un patient violent. C'est rare. Qu'on ait de la grosse violence, c'est rare quand même. Ça arrive, mais c'est rare. Voilà, on essaye d'anticiper surtout, et en principe ça se passe plutôt bien, mais bon, ça peut arriver que des patients soient très agités. Souvent, ils sont quand même sous l'effet de toxiques ou d'alcool, quand ils sont très agités. On va vous emmener dans une chambre, monsieur. Non, je dis, ma mère, elle m'attend là. On va vous emmener... Pour terminer la formation, Nicolas a prévu un petit jeu de rôle. Dans la peau du patient, un infirmier. Face à lui, ses collègues doivent le maîtriser et l'attacher sur un lit sans violence. Appelez ma mère, elle est dehors. Mais non, ma mère, elle est dehors. Mais je peux pas respirer. Chaque geste compte. Cet acte médical, les infirmiers et les médecins doivent être capables de le reproduire à la perfection. Même s'ils font l'exercice de bon cœur, pour ces soignants, la contention reste le dernier recours face à un patient agité. Mais je peux même pas respirer. Bah, c'est pas un geste qu'en tant que soignant on aime faire, puisque ça fait pas partie, même si c'est thérapeutique, même si c'est une prescription médicale, forcément c'est un soin, hein, mais c'est pas un soin habituel, et c'est vrai que c'est jamais avec plaisir qu'on en arrive à attacher le patient. Je préfère être nombreux et que le patient s'allonge tout seul et qu'on le contentionne sans qu'on doive lutter. Le docteur Méana est une toute nouvelle recrue aux urgences. Elle n'exerce la psychiatrie que depuis 3 mois. Pour ce jeune médecin, attacher quelqu'un est encore un acte délicat à réaliser. Non, d'abord, ouais, voilà. J'ai besoin de beaucoup d'entraînement, c'est un geste qui m'est très difficile, je suis vraiment pas physique, je suis plus dans la parole. D'ailleurs, j'ai évité plusieurs contentions en essayant de négocier avec le patient, mais je me sens très mal avec les contentions personnellement. J'interviens très lâchement une fois que le patient est sur le lit et je me suis jamais jetée sur le patient comme certains collègues qui sont plus audacieux sur le plan physique. Malgré ses réticences, le docteur Méana doit parfois se résoudre à employer la manière forte. Dans les situations extrêmes, elle peut compter sur l'aide de Nicolas. Plus expérimenté que ses collègues, il est généralement appelé en renfort quand ça tourne mal. Allô ? Le lendemain matin, l'infirmier doit d'ailleurs aider des collègues confrontés à un patient violent. Au téléphone, il l'appelle à l'aide. Je suis au box 12, là, j'arrive. Au service des urgences générales, cet homme très agité, allongé sur le brancard, met en danger la sécurité du personnel. Restez allongé, monsieur, s'il vous plaît. Attends. Dans ce genre de situation, les infirmiers doivent être nombreux pour contenir le patient et éviter des blessures. Les gars, vous arrivez à pousser. D'accord. Essayez de vous calmer, monsieur. Tu tiens ? Vas-y, on débloque le frein, on le range. Monsieur, ça sert à rien. Regardez, ça sert à rien du tout. L'homme n'a pas de problème psychiatrique, mais il est fortement alcoolisé et très agressif.
Laisse un peu de place à la tête. Attends, laisse un peu de place à la tête. Je suis pas un animal là. Monsieur, si vous vous agitez, vous allez vous faire mal. Ah bah c'est pas grave. C'est quoi ça, ce bordel là? On est malade. Vive la France. Je suis un terroriste. Bon, m'enfoiré. C'est bon, tu peux lâcher. Le patient restera attaché toute la nuit sur ce brancard, le temps que les effets de l'alcool disparaissent. Vous êtes malade. Vous êtes malade. C'est quoi ce boulot là de merde? Enlevez-moi ça. Je suis pas en prison. Enlevez-moi ça. Attention. Putain, je suis en France. Essayez de vous calmer un petit peu. C'est pas le cinéma. C'est pas le cinéma ici. Allez, calmez-vous. Cette fois, l'affaire est vite maîtrisée. Mais Nicolas n'en a pas fini avec les patients agités. Ils sont tous attachés de partout. Il y en a 4 ou 5. Il y en a une en ISO aussi. Ouais. Attendez, on va descendre le brancard. On va descendre déjà, n'ayez pas peur. Une demi-heure plus tard, nouveau problème avec une femme qui souffre de troubles bipolaires. Et après, pousse-toi parce que moi j'ai envie. Je me pousse, il n'y a pas de problème. Ouais. Allez, venez avec moi. Elle s'appelle Bernadette. Allez, venez. Elle a été retrouvée par la police en train d'errer dans la rue. Asseyez-vous, c'est le bureau de consultation. En pleine crise, la patiente a menacé le personnel soignant à plusieurs reprises. C'est le docteur Méana qui s'occupe d'elle. Dans un premier temps, le psychiatre décide d'entamer un dialogue. Ah, ouais, Rémi. Je me présente. Oui, c'est peut-être t'es présenté, mais... Je suis docteur Méana, Tu demandes la... Ah oui, psychiatre. Ah bah si tu veux, psychiatre. Mon collègue, infirmier. Restez assise, restez Mais non, assise. j'ai peur, ça, j'ai peur. Bah, mettez vos lunettes, voilà. Les téléphones. Oh là là. On vous a recueilli à domicile. Oui. Parce que on vous a retrouvé. Non, because le train est passé et j'ai couru, mais il s'en va une fois, il s'en va deux fois. Alors because, tu n'auras qu'à lui dire, moi j'ai rien fait. Bah, rien. Entre le docteur Méana et sa patiente, l'échange est pour le moment impossible. Nécessairement, je vous explique un peu pourquoi vous êtes... Oh là, m'expliquez plus. On va se calmer, on va se détendre un petit peu. Le psychiatre veut tout de même abattre une dernière carte avant d'utiliser la contention. À l'écart, Nicolas prépare un puissant calmant. Les soignants vont essayer de le faire boire à Bernadette sans utiliser la force. Plutôt que l'injection, et on privilégie bien évidemment le souhait du patient, à savoir que si elle veut le prendre par la bouche, on préfère, c'est beaucoup plus moins agressif, ni pour elle, ni pour nous. Mais pour parvenir à faire boire ce médicament à Bernadette, Nicolas et le docteur Méana doivent négocier patiemment. Il suffit de boire. Je vous donne un petit verre d'eau après. Allez-y. Non. C'est un anxiolytique. Non, c'est pas... Qu'est-ce qu'il y a? Vous voulez pas le prendre? Ça, c'est de la lessive. Non, c'est pas de la lessive. Si. Ah, c'est pas de la lessive. On va pas donner de la lessive à l'hôpital, madame. C'est un médicament qui va vous permettre de vous apaiser un petit peu. C'est pas du tout de la lessive, on vous veut pas de mal et on essaie de vous aider. Voilà. Allez-y, prenez-le. Tranquillement. Le docteur Méana a beau multiplier les arguments, Bernadette persiste dans son refus. Ah oui, mais Pour débloquer la situation, le docteur Fliou est venu prêter main forte à ses collègues. Il décide de durcir le ton. Donc, ça sera l'injection, madame. Donc, on n'a pas le choix. Le cessation. Soit vous prenez le médicament tout de suite, Ah vous oui, le buvez. tout de suite et après vous allez m'en faire d'autres. Non. C'est pas la peine. Non, après vous retournez sur votre brancard où vous Tu étiez. vas privatiser quelqu'un, tu fais la croix et tu termines par là. Madame, allez-y. Vous finissez le gobelet, monsieur. Non. Regardez. Oh, il reste une goutte. Il reste ça, on vous laisse tranquille après. Après, je vous réinstalle. Vous me le jurez? Oui, je vous le jure. On vous réinstalle sur le brancard, vous vous reposez un petit peu et quand ça ira mieux, on se revoit. D'accord? Enfin, sur le brancard, où vous voulez, en tout cas. D'accord, on fait comme ça? Madame. Tenez. Merci. Ben voilà. Parfait, merci. Allez. Qu'est-ce que vous voulez? Vous réinstaller sur votre brancard, tranquillement? Vous reposez un petit peu? La patience des soignants finit par payer. Pour le docteur Méana, qui débute dans le service, c'est une petite victoire. Quand les patients réussissent à prendre leur traitement par voie orale, moi ça me fait plaisir parce que c'est toujours mieux de ne pas leur imposer quelque chose et quand ils le font eux-mêmes, voilà, on travaille à deux.
Mais la partie n'est pas encore totalement gagnée. Le médicament n'a toujours pas fait effet et Bernadette reste imprévisible. Bon, on vous laisse prendre votre chocolat tranquille, ok? Il est peut-être chaud, attention. Hein. Oui, mais ça ira, on va pas. D'accord. Mais 10 minutes plus tard, Bernadette profite de l'absence des soignants pour prendre la poudre d'escampette. Pour éviter une fugue, les infirmiers décident de la placer sous surveillance. Si y a un souci, tu ne feras pas la porte. Nicolas ne croit pas si bien dire. Quelques minutes plus tard, l'alerte est donnée. Dans sa chambre, Bernadette est à nouveau en pleine crise. Cette fois, les infirmiers n'ont plus le choix. Ils doivent se résoudre à une contention. Dis donc, les bateaux. Et voilà, madame. Essayez de vous reposer un petit peu maintenant. On va aller à Mousset. Non, moi, c'est pas l'amour. Non, on fera pas l'amour, c'est sûr. Ouais, Pas de danger. Il n'y a pas de danger. Non, alors. Il n'y a pas de danger, c'est sûr. Elle a recommencé à s'agiter, elle a essayé de nous frapper à plusieurs reprises, donc il fallait la sédater absolument et la contentionner pour sa sécurité surtout et pour la nôtre. Pour Nicolas et le docteur Méana, c'est une petite défaite. Mais cette fois, ils n'avaient pas d'autre solution. On fait ça? Non, ça va. Oui, vous voulez qu'on change? C'est pas des menottes. Des attaches. C'est des contentions, c'est pour vous aider à vous calmer un petit peu. Non, c'est pas une contention, je t'assure que... Je me dis toujours que c'est bien d'essayer de négocier, mais il faut accepter que parfois ça marche pas, que selon le cas du patient, ça marche pas tout le temps. Et ça me déçoit pas de devoir contentionner un patient. C'est juste que je suis très contente d'avoir tout essayé jusqu'au bout. Et après, quand on en vient à la contention, bah voilà, ça arrive. Et cet après-midi, le médecin va devoir à nouveau faire preuve de fermeté. À l'autre bout du couloir, Nicolas est déjà aux prises avec une nouvelle patiente. Je me calmerai pas, je me calmerai quand j'aurai décidé, moi. C'est une femme de 40 ans, bipolaire. Elle s'appelle Karina. Elle a elle aussi été amenée par la police. Quand les forces de l'ordre l'ont arrêtée, elle errait pieds nus, sans papier, dans le métro parisien. Nom de Dieu! Nom d'un chien! Cette fois, le docteur Méana et Nicolas n'auront même pas le temps de dialoguer. La patiente est trop agitée. On va vous faire une injection. Attention qu'elle ne mente pas. Entourée par les infirmiers et solidement attachée sur le lit, Karina retrouve son calme. Dans le bureau d'à côté, le docteur Fliou rassure ses parents. Prévenus par les policiers, ils ont aussitôt fait le déplacement pour voir leur fille. Depuis plusieurs années, elle vit à leur domicile en région parisienne. Ces derniers jours, ils la sentaient instable, mais ils n'ont pas vu venir la crise. Elle prend son traitement correctement. C'est elle qui gère maintenant, moi je ne vois plus. Alors c'est ça le problème. Vous voyez plus? Non, je ne vois pas, je ne sais pas ce qu'elle fait, je lui pose la question, mais ça va, c'est à moi de... Et elle voit son psychiatre régulièrement? Tous les mois. Tous les mois. Là, elle a une rupture avec son copain, et puis... elle a replongé, quoi. Même si ce n'est pas la première crise à laquelle ils assistent, voir leur fille dans cet état est toujours douloureux. Ce soir, ils ne pourront rester à ses côtés que quelques secondes. Endormie, elle sera transférée quelques heures plus tard dans un hôpital psychiatrique de la région. On s'est bien occupé d'elle, on a dû lui donner des médicaments pour la calmer un petit peu parce qu'elle était agitée. Merci. Vous inquiétez pas. Merci, monsieur. Bon courage. Au revoir, bon courage. Rude journée pour le docteur Méana. Face au chagrin des parents de Karina, elle a du mal à contenir son émotion. Ils étaient très émus de voir leur fille. Je pense qu'ils ont commencé à pleurer un tout petit peu aussi. Moi, c'est une des rares situations où je suis émue, parce qu'en général, je suis protégée vis-à-vis des patients, du fait de mon expérience professionnelle. Mais les parents, quand je les ai vus émus, ça m'a émue. Situations extrêmes, souffrances psychiques et détresse sociale, c'est le quotidien du personnel soignant dans ces urgences pas comme les autres. Face à la maladie mentale,
les familles doivent également s'armer de patience. En banlieue parisienne, nous retrouvons Evelyne, la mère de Dorothée. Souvenez-vous, c'est la patiente schizophrène qui a été conduite à la demande des médecins dans un hôpital de la région. Domiciliée dans le sud de la France, Evelyne a dû s'installer chez son fils, dans ce petit studio, pour rester proche de sa fille. Les jours où elle ne peut pas lui rendre visite à l'hôpital, elle se tient informée par téléphone sur l'état de santé de sa fille. Allô, allô? Oui, bonjour. Bonjour. J'aurais voulu prendre quelques nouvelles aujourd'hui, si c'est possible, parce que je ne peux pas venir la voir aujourd'hui. Ouais, bah, je vais vous dire que ça va. Vous pouvez me dire que ça va? Elle mange bien? Bon. Oui, elle mange bien. Pour l'instant, ça va. Mais pour plus de renseignements... Dorothée, la fille d'Evelyne, est hospitalisée en secteur fermé, ce qui signifie qu'elle n'a pas le droit de sortir de l'hôpital. Elle ne peut pas non plus parler à ses proches sans avoir l'accord du médecin. Au revoir. Au revoir. Une situation très difficile à vivre pour sa mère. Elle est coupée du monde, là. Totalement. Elle réclame. Elle réclame son portable. Elle aurait voulu avoir son ordinateur, mais le psychiatre, il dit non, c'est pas possible. Il faut qu'elle soit, pour l'instant, coupée de l'extérieur. Elle est enfermée dans l'hôpital. Ça vous choque, vous? Oui. Qu'elle soit enfermée, oui. Non, ça m'aide. Quand je la vois, ça me fait plaisir. Et voilà. Elle est souriante, hein. Malgré sa souffrance, elle est battante. Voilà. Dorothée est restée hospitalisée 3 mois. Aujourd'hui, elle va mieux. Elle est retournée vivre chez elle. Et elle doit suivre un traitement au long cours. Face à la détresse des patients atteints de troubles psychiatriques, Nicolas a appris à prendre du recul. Il travaille comme infirmier depuis près de 14 ans et pour évacuer le stress, il a une méthode bien rodée, un match de football qu'il organise chaque semaine avec plusieurs collègues. C'est une petite salle de foot, on peut se retrouver ici tous les vendredis à plusieurs et passer un bon moment. Nos collègues d'ailleurs. Hein. Oh. Bon, bah, à tout de suite. Ouais. Ce soir, l'infirmier a également convié son fils, Bastien. Ah. Ça va, toi? Comme Ça va. Il a 22 ans, il travaille dans la restauration. Les deux hommes entretiennent une grande complicité. Mais à la maison, l'infirmier préfère rester discret sur son métier. C'est pas du tout un sujet tabou, loin de là. Mais c'est vrai qu'après, de lui-même, mon père ne viendra pas me voir pour me raconter. J'ai eu tel monsieur qui est venu pour ça. Ou... C'est vraiment, si on en parle, ça ne le dérange pas, il n'y a aucun problème, il peut en parler. Mais sinon, il ne se livre pas trop non plus quand même. Ce qui se passe à l'hôpital reste à l'hôpital. C'est un métier difficile. Moi, je pourrais pas en tout cas travailler dans le milieu hospitalier. Il faut vraiment avoir envie et aimer ça. Mais après, voilà, lui, il a toujours fait ça, donc c'est ce qu'il aime. Il a besoin de ça. Quelques heures de détente, loin des soucis professionnels. Pour Nicolas et ses collègues urgentistes qui exercent un métier à haut risque, c'est un moment agréable, mais aussi une vraie nécessité. Avec les journées qu'on passe, on est ça fait du bien. Ouais. Psychologiquement et physiquement, c'est important. Vous vous sentez comment après une journée à l'hôpital psy? Fatigué, ouais. Surtout psychologiquement, ouais. Donc ça permet de se libérer un peu l'esprit et c'est beaucoup plus convivial aussi, moins stressant. Ceux qui ont gagné, c'est ceux qui n'ont pas trop bossé aujourd'hui, quoi. Nous, on a une grosse journée aujourd'hui, on est crevés. Mais c'est vrai que ça fait du bien. Bon. À Paris, le chef de service, le docteur Yon, prend lui aussi un peu de temps pour décompresser avec son collègue le docteur Rabu. Énorme. Énorme, évidemment, avec le gardien Ligo. Merci. Il me semble qu'il y a une usure
de l'individu, du soignant, qui est très particulière à la souffrance psychique. C'est pas anodin et c'est pas sans coût. Et ça, je réutilise cette expression. On paye une addition quand même en fin de journée, en fin de semaine. Par exemple, tout psychiatre qui commence se rend compte que le vendredi soir, il est quand même beaucoup moins réceptif et beaucoup moins efficace dans sa manière d'écouter les patients, les familles, que le lundi matin. Il est beaucoup moins... Ça impacte un peu la vie privée. Oui, ça impacte la vie privée. C'est vrai. Même si leur métier est contraignant, pour ces psychiatres, le plus important est de voir la santé de leurs patients s'améliorer. À l'hôpital Henri Mondor, surprise, le moral de Brigitte, la femme qui souffre de dépression, est au beau fixe. Ça vaut de l'or, ça, je ne dis pas. À ses côtés, son mari a lui aussi retrouvé le sourire. Sa femme est hospitalisée dans cette chambre depuis 3 semaines. Mais aujourd'hui, le médecin a une bonne nouvelle. Il a décidé de donner à Brigitte une permission. Le temps d'un week-end, elle va pouvoir sortir. Et avant de quitter l'établissement, le docteur Rabu donne ses dernières recommandations. Moi, j'aime bien quand il y a un petit programme un peu fixe quand même. Je veux pas que ce soit génial. Pas du tout. D'accord? Je veux que ce soit bof. Ah ben ça sera bof. Je veux qu'il n'y ait pas l'angoisse de qu'est-ce qu'on va faire. D'accord? Je sais pas ce que j'ai prévu. C'est bon, aller se balader à Paris? Peut-être, ouais. Shopping, un petit peu. Cette permission comporte des risques. Brigitte doit à tout prix éviter de retomber dans une routine ennuyeuse qui pourrait la faire rechuter. Alors le docteur Rabu va proposer un exercice à Brigitte et à son mari. Moi, je préfère quand vous voyez, quand les émotions, même les émotions négatives, elles circulent un peu, qu'on ne garde pas. D'accord? Donc, je sais pas, on dit que vous vous engueulez à 16h aujourd'hui. Vous pourriez faire un point sur les trucs qui vont pas, qui vous ont frustré l'un et l'autre à 16h. Oui, enfin, c'est un petit peu curieux comme aménagement, mais oui, c'est sûr que pour ma part, je garde toujours les choses en moi, parce que je me dis que ça sert à rien de le dire. Ou alors je soupire dans mon coin, ou... Oui, je sais, donc je commence à vous connaître. Bon, ok, donc je vais vous prescrire une engueulade à 16h. Une engueulade à 16h. La prescription peut paraître surprenante. Mais pour le docteur, c'est très sérieux. Le fait de prescrire une dispute, c'est dans l'idée de... Comment dire? De mettre sur la table, de rendre visible des choses que tous les deux ressentent, mais ne se disent pas. Parfois, c'est utile dans la dépression. On prescrit aux gens d'aller mal, on prescrit aux gens d'être tristes. Ça diminue la culpabilité des patients d'avoir ces symptômes-là. Pour Brigitte et Pierre, c'est un défi. Au sein du couple, la communication est difficile et les disputes ne font pas vraiment partie du quotidien. Des fois, il y a des choses qui peuvent être sujets à dispute, mais on les absorbe. Et puis ça passe comme ça, sans dispute. Mon mari est quelqu'un qui évite à tout prix le conflit. Que ce soit avec moi, avec les enfants. Et comme il dit justement, il n'accumule pas et ça ne le torture pas. Brigitte n'est pas revenue chez elle depuis 3 semaines. Alors c'est avec un peu d'appréhension qu'elle retrouve sa maison en banlieue parisienne. Je l'aime bien normalement, mais comme c'est l'endroit où je m'ennuie tout le temps, je sais pas. Le médecin a prescrit un programme pour éviter l'ennui. Mais à peine arrivé, les mauvaises habitudes reprennent le dessus. J'ai l'impression d'avoir été rechercher une boîte d'œufs
Et faut pas faire tomber, c'est fragile. Ça me donne cette impression-là. Il a raison, M. Rabu, avec son plan de journée, là, un petit peu détaillé, parce que s'il y a du vide, après il y a un engrenage qui se met en route, et on est pris là-dedans, rien ne nous plaît, on ne sait pas quoi faire, et puis après la déprime s'installe, et puis ça va à une vitesse, c'est une histoire de... En une demi-heure, c'est la catastrophe grave, quoi. Il est 16h, pas de dispute, c'est un échec. Seule face à son piano, Brigitte essaie d'oublier sa maladie. Le lendemain soir, elle est de retour à l'hôpital. Pour elle, comme pour son mari, ce week-end passé ensemble a laissé un goût amer. On ne peut pas se disputer sur commande, il n'y avait pas de motif. On n'allait pas ressortir des... des vieux trucs. Non, c'est carrément infaisable. Est-ce que vous pensez que vous allez réussir à guérir un jour? Non, je crois pas. Brigitte va passer plus d'1 mois dans cette chambre d'hôpital. Les médecins lui ont finalement trouvé un traitement qui rend sa dépression supportable. Aujourd'hui, elle va mieux. Elle est retournée vivre chez elle avec son mari. Pour beaucoup de patients, le chemin vers la guérison est un long parcours semé d'embûches. Car aujourd'hui encore, certaines maladies restent des énigmes.